Et si le remède était plus terrifiant que la maladie, imaginez un monde où le seul anesthésique était une lanière de cuir à mordre. Un monde où les chirurgiens croyaient que brûler votre chair avec un fer rouge était une étape de guérison vitale et que le pus suintant d'une plaie était un signe de réussite. Pourquoi perçait-il un trou dans le crâne d'un patient conscient pour guérir une migraine? Ce n'était pas une histoire d'horreur. C'était la chirurgie médiévale de pointe. Ce n'étaient pas des fous, mais des médecins utilisant les meilleures connaissances dont ils disposaient. Nous allons maintenant vous présenter les 10 procédures qu'ils pratiquaient et qui vous donneront la chair de poule. La question n'est pas seulement de savoir ce qu'ils faisaient, mais comment quiconque a pu y survivre. Fait numéro 1, les chirurgiens médiévaux possédaient une machine de terreur pour réparer le corps brisé. C'était une vision née des recoins les plus sombres d'un donjon, une imposante structure de bois sombre et vieilli, parsemée d'engrenages en fer et de cordes épaisses et enroulées. Connu sous le nom de glossocomion, son but n'était pas d'extraire une confession, mais de forcer un os brisé à se réaligner. Le patient, couvert des sueurs froides de la peur, était allongé sur cet autel de guérison, ses poignets et ses chevilles avalés par de rigides lanières de cuir. L'air s'épaississait de l'odeur du vieux bois, de la sueur et de la légère saveur métallique des outils du chirurgien. Aucun réconfort n'était offert, aucune parole douce pour apaiser la tempête à venir, seulement le silence sinistre et concentré du barbier chirurgien et de ses assistants alors qu'ils prenaient position. Ils n'étaient pas des bourreaux, mais leur travail exigeait une impassibilité similaire, une volonté d'infliger une douleur profonde au service d'un résultat plus grand, mais plus incertain. Le premier tour de treuil envoyait un frémissement à travers la structure en bois, un faible gémissement de bois sous tension qui était bientôt suivi par la brusque inspiration du patient. Les cordes, épaisses comme le pouce d'un homme, commençaient à se tendre, étirant le corps avec une force inexorable et inhumaine. Comment un appareil qui ressemblait si parfaitement à un instrument de torture pouvait-il être considéré comme un outil de guérison? Quel niveau de désespoir poussait une personne à se soumettre volontairement à une machine conçue pour la démembrer? La réponse résidait dans l'alternative. Une vie de handicap atroce, un membre tordu en une forme inutile, ou les sombres et rampants tentacules de la gangrène qui promettaient une fin bien plus lente et plus horrible. C'était le calcul terrifiant de la médecine médiévale, où le remède devait être plus violent que la maladie. Le génie du glossocomion résidait dans sa cruauté. Le schéma attendu est ici brisé, car le rôle de la machine est inversé. Ce n'était pas un chevalet pour briser les corps, mais pour les réassembler de force. Le chirurgien, à ce moment, cessait d'être un guérisseur au sens doux du terme. Il devenait un maître en mécanique, appliquant une force brutale et calculée pour défier la ruine du corps lui-même. Les cris du patient n'étaient pas un signe d'échec, mais le son même de la machine au travail, la bande-son nécessaire à une restauration brutale. Alors que la tension atteignait son zénith, un bruit sourd et écœurant résonnait dans la pièce, le son de l'os qui cédait, forcé de reprendre sa place. Pendant un instant, les cris cessaient, remplacés par des sanglots rauques et épuisés. Le chirurgien avait gagné. Mais le patient, gisant flasque et pâle, était un champ de bataille. L'os était aligné, mais les muscles étaient déchirés, les ligaments tendus jusqu'à leur point de rupture et l'esprit battu par une marée d'agonie. La frontière entre être sauvé et être complètement détruit avait été tendue aussi fermement que les cordes de la machine, et la véritable guérison était une guerre qui ne faisait que commencer. Fait numéro 2, la tâche la plus redoutée du chirurgien de champ de bataille n'était pas de refermer une blessure, mais d'extraire ce que l'ennemi avait laissé à l'intérieur. Dans les séquelles boueuses d'une bataille, au milieu des cris des mourants, la survie d'un soldat dépendait souvent d'une seule et terrifiante procédure. L'impact initial de la flèche était un coup stupéfiant et ardent. Mais la véritable agonie commençait lorsque le choc se dissipait, laissant derrière lui une douleur qui pulsait à chaque battement de cœur. Logée profondément dans la chair, la flèche n'était plus un simple morceau de bois et de fer. Elle devenait un serpent venimeux, sa pointe barbelée un jeu de crocs, qui mordait plus profondément à chaque contraction de muscle, à chaque souffle saccadé. Tirer simplement sur la hampe aurait été un acte de boucherie, les barbelures déchirant sans discernement muscles, tendons et artères, déclenchant un torrent de sang fatal.
L'arrivée du chirurgien offrait une lueur d'espoir presque immédiatement éteinte par la sinistre réalité de son travail. Il n'était pas un médecin propre, mais un homme éclaboussé par la saleté du combat, ses mains non lavées et ses outils en fer ne promettant qu'une nouvelle dimension de la douleur. Son premier acte était de sonder la plaie avec ses doigts, une exploration choquante, intime et angoissante des dégâts internes. Quel choix sinistre traversait l'esprit du chirurgien alors qu'il sentait la réalité froide et dure de la barbelure incrustée? Comment ce serpent pouvait-il être retiré de son repère charnel sans tuer son hôte au passage? On s'attendait à une incision plus large, à ce que le chirurgien taille un chemin de retraite pour la pointe de flèche. Mais les chirurgiens les plus expérimentés connaissaient une vérité choquante et contre-intuitive, une technique qui inversait la logique même de la guérison. Le chemin le plus sûr n'était pas en arrière, mais en avant. Le bref moment d'espoir du soldat se transformait en une nouvelle forme d'horreur lorsqu'il réalisait que le chirurgien ne tirait pas, mais poussait, enfonçant la flèche plus profondément dans son corps. Le statut du chirurgien passait de celui de sauveteur désespéré à celui d'instrument consentant d'une violence accrue, ses mains guidant l'arme de l'ennemi dans un nouveau voyage invasif à travers des tissus sains. La flèche elle-même subissait un renversement de rôle, passant d'un simple éclat statique à un participant actif à sa propre extraction, creusant une plaie de sortie nette. Un cri étouffé, une dernière poussée angoissante, et la pointe sombre et ensanglantée de la flèche jaillissait à travers la peau de l'autre côté du membre. D'un coup sec de cisaille en fer, la tête était retirée, et la hampe désormais lisse pouvait être glissée en arrière. Le serpent était parti, mais alors que le soldat regardait les 2 trous suintants qui perforaient son corps, une nouvelle terreur froide s'installait. Le chirurgien avait gagné la bataille contre la flèche, mais ce faisant, il avait ouvert 2 nouvelles portes pour qu'un ennemi bien plus silencieux et invisible puisse entrer dans la circulation sanguine. Pour le soldat blessé, la vue de ses propres mains ensanglantées était une confirmation terrifiante que l'intervention du chirurgien n'était pas la fin de son calvaire, mais le début d'une seconde bataille pour sa vie, bien plus intime. Fait numéro 3, pour sauver un patient d'un monde de ténèbres, le chirurgien médiéval devait d'abord le plonger au cœur même de la terreur. Pour la personne dont la vision était lentement volée par le fantôme blanc laiteux d'une cataracte, la vie était une descente dans un purgatoire sans relief. Le monde, autrefois vibrant et net, se dissolvait en une brume pâle et uniforme, la rendant impuissante, un fardeau et complètement isolée. C'était un lent enterrement de son vivant. Dans ce silence suffocant arrivait le chirurgien ophtalmologue itinérant. Un personnage qui offrait un terrible pacte presque faustien. Une chance de voir à nouveau, en échange d'un moment d'horreur inimaginable. Le patient était immobilisé, sa tête bloquée dans une prise semblable à un étau par de solides assistants. Le monde se réduisait à un seul point de mire. L'éclat de l'aiguille qui s'approchait. Il pouvait s'agir d'une épine aiguisée, d'un éclat de bronze ou d'une haleine en fer poli. Mais à cet instant, c'était l'objet le plus terrifiant sur Terre. Les mains du chirurgien, souvent non lavées, écartaient les paupières, et le patient ne pouvait que regarder, figé, la pointe toucher la surface de son œil. La sensation n'était pas une douleur aiguë, mais une pression écœurante et invasive, une violation au niveau le plus profond. Le monde, déjà flou, explosait en une danse chaotique de lumière et d'ombre alors que l'aiguille traversait la cornée, nageant dans le fluide de l'œil, une présence froide et étrangère dans un espace sacré. Pourquoi une personne saine d'esprit se soumettrait-elle à cela? Parce que l'alternative était la certitude d'une nuit sans fin. L'aiguille du chirurgien, malgré toute sa terreur, était la seule clé qui pouvait potentiellement ouvrir la prison de la cécité. Le public s'attend à une extraction délicate et précise, un retrait soigneux du cristallin opacifié. Mais ce n'était pas le but du chirurgien. Dans un renversement choquant de la logique médicale, l'intention du chirurgien n'était pas de réparer, mais de briser. D'une poussée ferme et régulière, il trouvait le cristallin opaque et rompait délibérément les délicats ligaments qui le maintenaient en place, le disloquant complètement. La cataracte n'était pas retirée. Elle était coulée, poussée vers le bas dans le fluide visqueux au fond du globe oculaire, où, si tout se passait bien, elle reposerait pour le reste de la vie du patient. Le statut du chirurgien passait de restaurateur à destructeur stratégique, brisant une partie de l'œil pour sauver l'ensemble. Pendant un instant à couper le souffle après le retrait de l'aiguille, un miracle pouvait se produire.
La lumière, les formes et les visages flous des assistants se précipitaient à nouveau dans le monde du patient, une renaissance au pays des vivants. Mais le cristallin délogé, désormais un objet non sécurisé, pouvait remonter à la surface, ou pire, se transformer en une infection catastrophique, apportant une nouvelle sorte de ténèbres, plus angoissante. La frontière entre un monde restauré et un monde perdu a jamais été aussi mince que le fil de l'aiguille du chirurgien. Fait numéro 4. Pour une affection notoirement commune et angoissante, le remède médiéval était un voyage dans une sorte d'enfer particulier, offrant un choix entre le feu et la lame. Les hémorroïdes étaient une affection misérable et indigne, une source constante de douleur qui pouvait transformer même le simple fait de s'asseoir en une forme de torture. Pour ceux dont la souffrance devenait insupportable, le barbier chirurgien proposait une série de solutions, chacune plus terrifiante que la précédente. La plus directe, et de loin la plus brutale, était l'application du cautère. Le patient était forcé de se pencher, maintenu au sol pendant que le chirurgien retirait un fer de forme spéciale des braises incandescentes d'un brasero. Dans la pièce sombre et suffocante, l'outil lui-même semblait vivant, sa pointe rayonnant d'une chaleur chatoyante et malveillante. L'expérience sensorielle était une agression absolue. Le sifflement aigu et venimeux, lorsque le fer rencontrait la chair humide, le panache de fumée immédiat et écœurant transportant l'odeur du sang vaporisé et des tissus calcinés, et la douleur. La douleur était une nova d'une chaleur blanche qui anéantissait toutes les autres sensations, une vague d'agonie pure et cuisante qui ressemblait moins à une procédure médicale qu'à une punition d'un dieu vengeur. Mais que se passait-il si l'on refusait le feu? Quel espoir y avait-il pour le patient qui ne pouvait affronter le fer incandescent? Le chirurgien avait d'autres méthodes. Il y avait des crochets acérés pour attraper et arracher les veines gonflées et des couteaux bien aiguisés pour les découper méticuleusement. Cela semble offrir un choix, une voie de moindre douleur. L'espoir d'un traitement plus humain semblait même trouver son champion en la personne du célèbre chirurgien du XIVe siècle, John of Arderne, un homme célébré pour son habileté et ses techniques avancées. Ici, l'attente de progrès est violemment renversée. La méthode sophistiquée d'Arderne, qui évitait le cautère, n'était pas un remède doux. Il préconisait de disséquer soigneusement l'affection avec un scalpel et de la ligaturer avec un fil de soie. Une procédure réalisée sur un patient pleinement conscient, maintenu au sol et mordant une lanière de cuir pour étouffer ses cris. Le rôle du chirurgien, même joué par le praticien le plus célèbre de l'époque, n'était pas de soulager la douleur, mais de la gérer. Le choix était une illusion. Ce n'était pas un choix entre la brutalité et la douceur, mais simplement un choix dans la nature de l'agonie que l'on endurerait. Le patient était laissé tremblant et saignant, l'affection initiale remplacée par le traumatisme frais et vif du remède. Il se retrouvait avec une plaie ouverte, suintante et souvent brûlée dans la seule partie du corps où la contamination était absolument garantie. Le feu du chirurgien n'avait servi qu'à préparer le terrain pour le feu beaucoup plus lent et plus froid d'une infection fatale. Fait numéro 5, le traitement médical le plus courant du monde médiéval n'était pas une chirurgie complexe, mais une erreur simple et mortelle, pratiquée sur presque tous les patients, pour presque toutes les affections. C'était la pratique de la saignée, un acte si profondément ancré dans l'esprit médical que revenait à remettre en question la nature même du corps humain. L'ensemble des fondements de la médecine reposait sur la théorie élégante, mais fatalement erronée, des 4 humeurs. Chaque personne était un équilibre délicat de 4 fluides internes, le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. La maladie, par conséquent, n'était jamais un envahisseur étranger, mais toujours un déséquilibre interne, un surplus d'une humeur qui jetait tout le système dans le chaos. Et comme le sang était l'humeur la plus visible, la plus vibrante et la plus facile d'accès, il était presque toujours identifié comme le coupable. L'expérience sensorielle d'une phlébotomie était celle d'une terreur silencieuse et rampante. Le patient, déjà faible et pâle à cause de la fièvre, gisait apathiquement pendant que le chirurgien préparait ses outils. Il n'y avait pas de lutte, seulement une résignation lasse. Le chirurgien, d'une main calme et experte, incisait une veine au creux du bras, et le patient regardait, détaché, sa propre force vitale, un filet d'un rouge cramoisi foncé, s'écouler régulièrement dans un bol en laiton.
l'air se remplissait lentement de la faible odeur cuivrée du sang alors que la chaleur quittait les membres du patient, remplacée par un froid grandissant, un étourdissement qui menaçait de le faire sombrer dans les ténèbres. Comment une procédure qui affaiblissait si manifestement les malades pouvait-elle être considérée comme un remède? Comment cette perte de vitalité pouvait-elle être perçue comme un acte de restauration? La réponse résidait dans le pouvoir terrifiant d'une idée erronée. La preuve visuelle était indéniable, le bol se remplissait de ce que le médecin et le patient croyaient tous deux être la maladie elle-même. Mais la véritable horreur de la pratique se révèle dans son résultat escompté. Le but du chirurgien n'était pas de retirer une petite quantité symbolique. L'interruption du schéma attendu n'est pas celle de la violence, mais d'une interprétation erronée et glaçante. Le chirurgien continuait à saigner jusqu'à ce que le patient, son corps hurlant pour de l'oxygène, s'évanouisse. Cette perte de connaissance, un signe clair et dangereux de choc hémorragique, était grotesquement considérée comme le moment du triomphe. C'était la preuve définitive que le corps, enfin purgé de son excès toxique, avait été ramené à l'équilibre par un choc. Le rôle du chirurgien passait de simple praticien à celui d'arbitre de l'équilibre, et l'évanouissement du patient était sa victoire. Dans leur quête pour restaurer la délicate harmonie du corps, les médecins médiévaux vidaient méthodiquement leurs patients de leur vie même, une goutte à la fois. Fait numéro 6, pour une agonie interne qui poussait les gens au bord de la folie, le seul remède disponible était un terrifiant spectacle public réalisé par des forains itinérants. La douleur des calculs vésicaux était une misère implacable et lancinante, un feu au cœur du corps qui ne cessait jamais. Lorsque la souffrance devenait trop grande, un patient désespéré cherchait le lithotomiste, un chirurgien spécialiste qui se déplaçait de ville en ville, sa réputation le précédant comme un nuage d'orage. Ce n'était pas une procédure privée et digne. Elle était souvent pratiquée en plein air, sur une place de ville ou sur une scène improvisée, devant une foule de badauds à la curiosité morbide. Le patient, dévêtu et humilié, était amené sur une chaise, ses bras et ses jambes tenus de force par plusieurs assistants robustes. Le chirurgien, souvent un personnage flamboyant, exhibait ses outils. Un couteau bien aiguisé et un crochet en métal à l'allure brutale appelé un crochet. L'expérience sensorielle était celle d'une violation complète. Les jambes du patient étaient forcées vers le haut et écartées, maintenues dans une position d'impuissance totale alors que le chirurgien s'approchait. Le premier contact était la ligne froide et tranchante du couteau pratiquant une incision profonde dans le périnée entre les organes génitaux et l'anus. Puis venait le crochet, une sonde froide et inflexible cherchant aveuglément au plus profond du corps, raclant contre les os et les tissus mous dans sa quête effrénée du calcul. Quel genre de personne pouvait accomplir un tel acte et qui oserait le subir? Les tailleurs de pierre étaient une caste rare et secrète, gardant leur technique rapide comme l'éclair car leur vie et leurs moyens de subsistance en dépendaient. Pour le patient, il représentait la dernière et terrifiante passerelle entre une vie de douleur sans fin et la possibilité de la paix. Le public s'attend à ce qu'une chirurgie interne aussi dangereuse nécessite un soin, une précision et un temps immense. Cette attente est brisée par la réalité brutale de la procédure. La compétence la plus prisée du lithotomiste, la vertu sur laquelle reposait toute sa renommée, n'était pas la précision, mais une vitesse sauvage et à couper le souffle. Un patient ne pouvait endurer ce niveau d'agonie absolue et apocalyptique qu'une minute ou deux tout au plus avant que son corps ne succombe au choc ou à une perte de sang catastrophique. Par conséquent, le rôle du chirurgien était inversé, passant de celui de guérisseur prudent à celui de scie sauteuse humaine, un boucher frénétique dont le seul but était d'entrer, de récupérer le calcul et de sortir en quelques secondes. Dans un éclair de mouvement brutal, le calcul était accroché, arraché et brandi pour que la foule en liesse puisse le voir. Le chirurgien avait réussi, mais le patient, maintenant probablement inconscient à cause de la douleur, se retrouvait avec une plaie profonde et déchiquetée dans la zone la plus septique du corps humain. Survivre au crochet du chirurgien n'était que le premier acte de la pièce, et le poison lent et rampant de l'infection attendait déjà dans les coulisses. Fait numéro 7, pour endiguer la marée irrésistible d'une hémorragie fatale, le chirurgien médiéval maniait un pouvoir aussi élémentaire et terrifiant que le feu lui-même. Dans un monde qui ne comprenait pas le réseau complexe des artères et des veines, une blessure profonde et ouverte
était une condamnation à mort. Alors que la force vitale du patient se déversait, tachant le plancher d'un cramoisi sombre et terrifiant, le chirurgien n'avait qu'un seul recours, une réponse brutale et absolue, le cautère. Ce n'était pas un instrument subtil. C'était une épaisse baguette de fer, chauffée au cœur incandescent d'un brasero, jusqu'à ce qu'elle brille d'une lumière orange et avide. Alors que le chirurgien s'approchait du patient, cet outil ressemblait moins à un instrument de guérison qu'à un œil malveillant, un point singulier d'intensité brûlante, qui promettait une douleur au-delà de toute compréhension. L'expérience sensorielle de son application était une symphonie d'horreur. Il y avait le son, un sifflement explosif et violent, lorsque 1000 degrés de chaleur rencontraient des tissus vivants et saignants. C'était un grésillement de destruction et de préservation, le son du corps étant simultanément sauvé et anéanti. Puis venait l'odeur, un panache de fumée épais et âcre transportant l'odeur des cheveux brûlés et de la chair grillée, une odeur qui s'accrochait à la pièce comme un linceul. Et enfin, la douleur. C'était une agonie pure, d'une chaleur blanche, qui consumait tout, une vague de feu qui consumait la peur, l'espoir et même le souvenir d'une vie, avant ce moment unique et absolu de souffrance. Pourquoi un guérisseur emploierait-il un outil aussi barbare? Parce qu'il était brutalement, indéniablement efficace. Il scellait les vaisseaux suintants, arrêtait le flux de sang et ramenait le patient du bord de la mort. C'était une magie terrible et nécessaire. La véritable horreur insidieuse de la cautérisation, cependant, ne résidait pas dans l'application initiale, mais dans la guérison qui suivait. Quelques jours plus tard, le chirurgien inspectait la brûlure noircie et suintante. Il la trouvait suintant un pus épais, crémeux, jaune-blanc. Ici, la logique de la médecine prend un tournant terrifiant. Cette décharge nauséabonde, un signe clair et sans ambiguïté d'une infection virulente et potentiellement mortelle, n'était pas considérée comme une crise. Dans un renversement choquant du but d'un guérisseur, le chirurgien regardait cette décomposition et y voyait un triomphe. Il l'appelait le « pus louable ». Il croyait que ce fluide visqueux était la manifestation physique des mauvaises humeurs du corps étant expulsées avec succès, une partie vitale et bienvenue du processus de guérison. Il voyait la mort et l'appelait la vie. L'outil même qui avait sauvé le patient d'une fin rapide et sanglante avait simultanément créé un désert parfait de tissus morts, privés d'oxygène, invitant une mort bien plus lente et plus angoissante par la noirceur rampante de la gangrène. Fait numéro 8. Il existe une procédure si fondamentalement violente, si saisissante visuellement dans sa brutalité, qu'elle est devenue le cauchemar durable de la médecine moderne. C'était l'amputation, le verdict final et terrifiant, lorsqu'un membre était trop écrasé pour être sauvé ou lorsque la marée noire de la gangrène commençait sa marche inexorable vers le haut du corps. Pour le patient, c'était un choix fait dans le creuset du désespoir. Sacrifier une partie de soi-même dans un pari désespéré pour sauver le tout. La scène était celle d'une préparation sinistre et concentrée. Le patient, les yeux écarquillés de terreur, recevait une grande rasade d'alcool brut et une épaisse lanière de cuir sur laquelle mordre. Ensuite, les assistants, des hommes forts aux visages endurcis, prenaient position, leur seule tâche étant de devenir des chaînes humaines, clouant le patient à la table contre la tempête d'agonie à venir. Le chirurgien disposait ses outils, un long couteau bien aiguisé pour la chair et la scie pour l'os. L'expérience sensorielle était une attaque d'horreur pure, dominée par le son. D'abord, le bruit humide et tranchant du couteau encerclant le membre, coupant nettement jusqu'à l'os en quelques secondes. Puis, le son le plus terrible de tous, le grincement rythmique et râpeux de la lame de scie mordant dans l'os vivant, un son qui semblait vibrer à travers le plancher même, un son de sectionnement frénétique et violent. Le chirurgien travaillait dans un état de fureur hyper concentré, son corps un flou de mouvement, son visage éclaboussé d'un mélange sinistre de sang et de poussière d'os. L'hypothèse naturelle est qu'une procédure aussi permanente, qui change tant la vie, doit être effectuée avec le plus grand soin et la plus grande précision. Cette hypothèse est violemment incorrecte. Dans un renversement choquant des valeurs chirurgicales, les spécialistes de l'amputation les plus vénérés n'étaient pas les plus prudents, mais les plus rapides. Le rôle du chirurgien était transformé de celui de guérisseur à celui de bourreau à grande vitesse. Son succès se mesurant non pas en coupe nette,
mais au chronomètre. Un bon chirurgien pouvait enlever une jambe en 2 minutes. Un maître, une légende de l'art, pouvait le faire en moins de 30 secondes. Cette vitesse fulgurante n'était pas pour le spectacle. C'était la seule forme de pitié que le chirurgien pouvait offrir. C'était une course désespérée et sanglante contre le pouvoir paralysant du choc chirurgical et l'agonie écrasante qui pouvait arrêter le cœur d'un patient. Le point culminant était un craquement écœurant lorsque l'os se sectionnait enfin. Et le membre, il y a un instant, une partie d'une personne, tombait sur le sol avec un bruit lourd et humide. Sans reprendre son souffle, le chirurgien saisissait le cautère incandescent pour sceller le moignon suintant. Le patient était enfin libéré, se réveillant des heures plus tard dans une nouvelle et terrifiante réalité, mutilé à jamais et confronté à la quasi-certitude d'une infection mortelle se développant au plus profond de sa blessure cautérisée. Fait numéro 9, il existait une procédure chirurgicale si empreinte de tragédie et si motivée par la foi que sa terreur était d'une nature entièrement différente, une horreur silencieuse née non pas des cris d'un patient, mais d'un silence profond et sombre. C'était la césarienne, une opération qui n'était presque jamais pratiquée sur une femme vivante, car le faire la condamnait à une mort certaine et atroce. Sa place dans le monde médiéval n'était pas dans le royaume des vivants, mais à la sinistre frontière entre la vie et ce qui se trouvait au-delà. L'expérience sensorielle n'était pas celle d'une douleur violente et chaotique, mais d'un deuil suffocant. Imaginez une chambre d'accouchement, une pièce qui aurait dû être remplie de cris de joie, maintenant enveloppée dans l'immobilité de la mort. Une jeune mère gît sur le lit, son corps encore chaud mais sa vie éteinte par les cruelles réalités de l'accouchement. Sa famille pleure en silence. Dans cet espace sacré de chagrin, entre non pas un chirurgien frénétique, mais souvent un prêtre ou une sage-femme, leur visage un masque de détermination sinistre. Leur tâche n'était pas seulement médicale, c'était un mandat sacré et urgent. Pourquoi commettrait-il cette violation finale sur un corps qui avait déjà tant souffert? La réponse résidait dans l'emprise inébranlable de la doctrine théologique. L'Église enseignait qu'une âme non baptisée ne pouvait entrer dans le royaume des cieux. Si une mère mourait alors que l'on croyait l'enfant encore en vie dans son ventre, une terrible horloge commençait à tourner. L'enfant devait être libéré et baptisé avant que sa propre vie ne s'échappe, assurant ainsi sa place au paradis. Pendant toute cette série, le conflit central a été le patient conscient et terrifié sur la table. Mais ici, ce schéma est brisé de la manière la plus profonde possible. La patiente, la mère, est déjà morte. Dans un renversement de but stupéfiant, le couteau du chirurgien n'est pas utilisé pour sauver le corps qu'il coupe. L'opération est pour un patient invisible, une vie encore contenue dans une vie qui s'est terminée. Le but du chirurgien n'est pas de préserver une existence mortelle, mais d'en assurer une éternelle. Le scalpel devient un instrument de salut, et la chirurgie elle-même est transformée d'un acte médical en un sacrement final et désespéré. Dans la pièce silencieuse, l'incision est faite, un acte de transgression calme et surréaliste qui sépare la mère et l'enfant une dernière fois. Tous les yeux sont fixés sur les mains du chirurgien alors qu'elles pénètrent dans l'immobilité, à la recherche d'une lueur de vie. La tâche du chirurgien était d'arracher une nouvelle âme fragile à l'étreinte froide et finale de la mort elle-même. Fait numéro 10, nous arrivons au sommet absolu de la terreur chirurgicale médiévale, une procédure visant non pas un membre ou un organe malade, mais le trône même de la conscience, le crâne humain. C'était la trépanation, l'acte délibéré et calculé de percer un trou dans la tête d'un patient vivant, respirant et pleinement conscient. C'était un voyage vers la dernière frontière du corps, un acte d'une audace à couper le souffle et d'une ignorance terrifiante. Le patient était immobilisé, son monde se rétrécissant à l'espace petit et claustrophobe autour de sa tête. Le chirurgien choisissait son outil, peut être une simple tarière ou une scie circulaire connue sous le nom de trépan. L'expérience sensorielle de cette procédure était une violation intime sans pareille. Elle commençait par le son, un bruit de grattage grave et granuleux comme une pierre broyant une autre pierre. C'était un son lent, rythmique et inéluctable, se produisant à quelques centimètres seulement de l'oreille du patient. Pire que le son était la sensation, une vibration profonde et résonnante qui voyageait du point de la perceuse à travers tout le crâne, bourdonnant dans les dents et se répercutant le long de la colonne vertébrale. C'était la sensation de son propre corps, le vaisseau même de l'âme, en train d'être défait.
Pourquoi un acte aussi cauchemardesque a-t-il jamais été considéré comme un remède? Pour l'esprit médiéval, le crâne était un récipient scellé. Des affections comme les migraines aveuglantes, les violentes crises d'épilepsie ou les visions chaotiques de la folie étaient diagnostiquées comme une pression s'accumulant à l'intérieur de ce récipient. Parfois, c'était une pression physique, mais le plus souvent, c'était une pression spirituelle, une mauvaise humeur ou un démon littéral piégé à l'intérieur, griffant pour sortir. La logique était aussi simple qu'horrifiante. Pour résoudre le problème, il fallait ouvrir la boîte. L'hypothèse commune est qu'il s'agissait simplement d'une chirurgie brutale et primitive, une tentative désespérée de soulager une affection physique. Mais le véritable but, et la plus grande surprise de la procédure, se révèle dans ce qu'il advenait du morceau d'os qui était retiré. Ce petit disque circulaire de crâne, appelé la rondelle, n'était pas jeté. Dans un renversement de rôle stupéfiant, ce morceau de la propre tête du patient, l'artefact de sa torture, était transformé en une relique sacrée. Le statut du patient passait de victime passive à détenteur actif de magie. Il portait ce morceau de son propre crâne sur une ficelle autour de son cou, croyant qu'il s'agissait d'une amulette puissante qui le protégerait des esprits mêmes que le trou venait de libérer. C'est ici, au sommet même de notre décompte, que nous trouvons le symbole ultime de cette ère perdue de la médecine. Le patient se retrouve avec un trou permanent dans la tête, un nouveau bijou macabre et le souvenir de la perceuse grinçante. C'était un acte terrifiant de brutalité et d'invasion, né d'une ignorance profonde et presque totale du corps humain, mais motivé par le désir humain le plus puissant et le plus inébranlable de tous, le besoin d'être guéri, quel qu'en soit le prix.